C'est toujours, très bizarre, ces présentations en visio avec un PowerPoint où on ne voit pas les gens. L'avantage, les petites vignettes, vous avez pas trop de masques, alors ça fait presque comme si la vie était normale. Je vous remercie, toutes, j'ai envie de dire, d'être là parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes et pas beaucoup d'hommes et ça questionne beaucoup, encore une fois, cette problématique. En fait, je pense pas que le problématique des femmes dans le secteur culturel, ce soit qu'une problématique de femmes, mais on va peut-être avancer avec ce programme de mentorat. Je suis pas sûre qu'on apporte des réponses, mais on va peut-être essayer de trouver des solutions ou mettre en place des process pour faire en sorte que les hommes s'emparent plus de ça. Rapidement, l'idée de au sein de la FRACAMA, il y avait eu une enquête qui avait été faite avec, le soutien du collectif, HF sur, l'emploi des femmes, la présence des femmes dans les, postes, culturels à responsabilité. Le constat avait été, contrairement aux idées reçues où on pense que dans la culture, c'est beaucoup plus inclusif et très ouvert et cetera, on avait constaté avec l'enquête qui avait été menée que pas mieux qu'ailleurs et dans la musique encore pire. C'est-à-dire que les postes à responsabilité sont, occupés, par des hommes quand, c'est des grosses unités qui sont à gérer, c'est des hommes qui gèrent. Quand c'est des gros budgets à gérer, c'est des hommes qui gèrent. Si c'est des petites unités, les initiatives, émergentes peuvent être portées par des femmes, mais dès lors qu'on monte un peu, sur, donc ce que je disais sur des plus gros budgets ou des plus grosses équipes, alors à ce moment-là, c'est des hommes. Donc, il y a il y a il y a plein de réponses, je pense, à apporter à ça. Il doit y avoir un travail de sensibilisation, peut-être aussi auprès des politiques publiques, sur, les nominations, enfin, bref. En tous les cas, ce programme de mentorat a été mis en place, porté, par la FRACAMA et Métiers Culture et piloté par Jean-Baptiste qui est, présent ici, un salarié de la FRACAMA Métiers Culture, pour, essayer de commencer à apporter des réponses et ce travail de mentorat, ça permet aussi de montrer aux femmes qui sont en train d'accéder à des postes à responsabilité ou en tout cas qui commencent dans la culture, qu'en fait, il y a des représentations féminines qui ont réussi, qui avancent, aujourd'hui, dans ce secteur-là, et qui sont auréolées de réussite donc voilà, c'était déjà donner un exemple. Aussi, essayer de travailler sur la création d'une promotion et une sororité entre toutes ces femmes qui évoluent dans des secteurs communs, heu, afin qu'on puisse, s'entraider et se coopter et avancer ensemble. Je vais pas faire beaucoup plus long parce que je pense qu'on va réaborder tout ça. Je remercie, je vais faire un peu de protocole, c'est pas forcément ce qui m'amuse le plus, mais comme, notre programme, il a été financé, en grande partie par la région Centre-Val de Loire, sur notre axe à nous, Fracama, donc par rapport à Métiers Culture, par le Centre national de la musique et également par la direction, je vais manger les mots, Jean-Baptiste, la direction régionale de l'égalité homme-femme, c'est ça? La direction régionale à l'égalité, femmes-hommes. Oui. Voilà. Et du coup, en tant que coprésidente de la FRACAMA, je les remercie, grandement, pour ça et je pense que c'est déjà mettre une petite pierre à l'édifice, de la réduction des inégalités dans notre secteur. Hem, je vais passer la parole à Agnès Saint-Soulier-Bigot, vice-présidente de la région Centre-Val de Loire en charge de la culture. Agnès, es-tu là? Oui, oui, je suis là. Super. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, c'est bon. Alors, je sais pas, il y a un problème technique, je suis obligée de parler dans mon téléphone et je vous vois à l'écran. Mais OK. si ça fonctionne, voilà, c'est ça le principal. Merci Fanny Landais de ces quelques mots d'introduction. Je salue également Nadia Ben Rayard, qui est directrice régionale aux droits des femmes. Et puis, je pense que Maud Le Pladec est présente ou nous rejoindra et je la remercie d'avoir accepté d'être marraine de cette première cohorte de mentorés. Je suis là. Durant ce mandat, voilà, d'accord, bonsoir Maud. Durant ce mandat, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner l'émergence de cette prise de conscience et des études autour de l'égalité femmes-hommes. Vous vous doutez que assez naturellement, je me sens particulièrement concernée par ce sujet. Et l'étude qui est parue il y a maintenant quelques mois
n'a fait que conforter ses premières impressions. Comme l'a dit Fanny, effectivement, il y a une présentation, une présence forte des femmes, mais une surreprésentation dans les métiers administratifs et de gestion, un sentiment de plafond de verre dès lors qu'on doit accéder à des postes à responsabilité importante, des secteurs comme tout ce qui va être régie technique, où les femmes ont beaucoup de mal à faire leur place. Et puis, il serait également intéressant d'avoir un regard sur les femmes autrices, les femmes dans le répertoire, comment elles sont représentées. Il y a eu notamment des études intéressantes sur les femmes autrices de théâtre qui petit à petit tombent dans une invisibilisation et sont très peu jouées, n'arrivent pas à rentrer dans les répertoires, notamment de la comédie française. Alors, une fois qu'on a fait ce constat-là, il ne faut pas en rester là et il faut se poser la question de comment agir. Donc, il y a bien sûr les lois qui peuvent intervenir. En France, une des dernières lois, c'est celle de 2014 de Najat Vallaud-Belkacem qui avait mis en place des parités, des systèmes de quotas en politique, également dans des établissements publics pour avoir une représentation minimum des femmes. Il y a aussi de plus en plus de coaching, d'accompagnement des femmes, parce que je crois qu'il y a aussi, nous-mêmes, on doit adopter des postures et ne pas être dans un attentisme. Il faut aussi savoir se positionner dans des systèmes masculins, oser prendre la parole, oser demander à prendre la parole notamment. Et me revient souvent en tête une anecdote de Arlette Chabot, grande journaliste dans l'audiovisuel, qui raconte que il y a quelques années, elle racontait dans son service, il y avait un poste qui allait se libérer et elle avait 10 hommes de 35 ans qui disaient moi le poste m'intéresse, ça fait 10 ans que je suis dans le service, je pense que j'ai les compétences, voilà, je postule à ce poste. Et puis, elle était obligée d'aller voir des femmes, c'est-à-dire que d'elle-même, elle ne se présentait pas pour le poste et elle disait mais moi j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de compétences, etc. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut pas tout attendre de la société ou de la loi. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont été faites, c'est à nous aussi de nous emparer du sujet. Et donc ce système de mentorat que vous mettez en place, moi je pense que c'est effectivement une très bonne idée. On va pouvoir progresser. Alors on est évidemment sur un échantillonnage, on n'est pas sur des masses de personnes, un nombre important, mais l'expérience est effectivement très intéressant. Comment une femme va jouer dans la sororité, ouvrir son carnet d'adresses, ouvrir son réseau. On sait que dans les milieux culturels, mais comme beaucoup d'autres domaines, on va être pris au téléphone parce qu'on appelle de la part de telle ou telle personne. Et il faut saluer effectivement toutes ces femmes qui s'engagent dans ce parcours, à la fois pour être accompagnées, mais aussi celles qui acceptent d'épauler, d'ouvrir leur carnet d'adresses, de jouer la coopération et les alliances. On n'est pas toujours capable de le faire entre femmes. Donc, bravo à toutes celles qui jouent le jeu. Et en tout cas, je voudrais saluer cette action vraiment concrète qui s'amorce avec ce système de mentorat. Merci à tous de votre attention. Je ne resterai pas très longtemps parce qu'on est en session à la région. Okay. Et donc, ce serait mieux que j'aille voter le budget régional. Voilà, pour la suite, ce sera mieux. Merci à tous. Merci beaucoup, Agnès. On va accueillir maintenant la directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité de la direction régionale. Non, j'ai tout mélangé. C'est pas grave, je vais reprendre. Donc, Nadia Benrayar, merci à tous et à toutes de votre accueil. Directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité depuis plus de 3 ans maintenant. Et j'avais été aux côtés du collectif HF au moment de sa structuration et je suis ravie de voir que les partenariats sont beaucoup plus larges pour porter la question de l'égalité dans le monde artistique et culturel. Et effectivement, votre initiative, elle est concrète, comme vient de le dire Madame l'élu, et fait progresser l'égalité entre les femmes et les hommes de manière ancrée dans nos territoires, parce que c'est un sujet qui a encore un long chemin à parcourir globalement dans la société. Vous connaissez comme moi un certain nombre d'écarts qui persistent dans le monde professionnel, avec cet écart salarial qui stagne toujours à 18%, aussi des femmes peu présentes dans la vie publique, davantage touchées par la
précarité et est touché par les violences que vous connaissez toutes et tous. Alors, on a une politique publique ambitieuse et volontariste, avec une grande cause du quinquennat qui a été érigée par notre gouvernement, et 3 axes l'IRIG, et qui renvoie à votre projet. C'est d'abord développer la culture de l'égalité dans plusieurs domaines, c'est promouvoir l'égalité professionnelle, et c'est prévenir et lutter contre toute forme de violence. Et je voulais faire le lien, c'est que ces violences, elles empêchent les femmes de développer leur potentiel, que ce soit dans la vie privée, dans la vie professionnelle et dans l'espace public. Et notamment un certain nombre de comportements qui peuvent partir soit du sexisme ordinaire jusqu'aux agressions sexuelles, qui limitent toutes les possibilités des femmes dans tous les domaines. Et le secteur culturel et artistique a contribué fortement au mouvement sociétal que nous avons vécu depuis 2018 pour faire baisser le seuil de tolérance à l'égard des violences. Et ce qu'il faudrait, c'est que cet éveil des consciences, il concerne également maintenant l'accès aux responsabilités. C'est-à-dire que ça devienne aussi intolérable de ne pas voir de femmes aux hautes fonctions de nos secteurs, dans des métiers dits plus réservés aux hommes techniques. Il faut que ça devienne inacceptable, comme ce qu'on a vécu sur les violences qui ont été dénoncées par un certain nombre de femmes dans différents secteurs. Et ça implique d'agir à plusieurs niveaux, dès le plus jeune âge, notamment sur l'orientation vers différents secteurs, différents métiers, se projeter sur différentes carrières artistiques en lien avec les établissements d'enseignement, en premier lieu. Et donc, on a un travail engagé avec le conseil régional, le rectorat, la DRAC, sur une convention en faveur de l'égalité filles-garçons et femmes-hommes dans le système éducatif, dans tout le secondaire, mais aussi l'enseignement supérieur. Et je pense que ça passe déjà dès cette phase-là. Ça passe dans la vie professionnelle, en améliorant les conditions de travail, que je sais difficiles dans le secteur artistique et culturel, avec un certain nombre d'horaires atypiques, et l'importance d'articuler les temps de vie et de lutter contre les stéréotypes qui peuvent enfermer les femmes dans des rôles dits secondaires. Et ça, c'est notre combat collectif de lutter contre les stéréotypes. Et un autre point de vigilance, c'est la crise qui ne doit pas être une excuse pour reléguer le sujet de l'égalité femmes-hommes au second plan. On l'a vu à travers notamment le sujet des médias. On a eu un certain nombre de rapports où, bizarrement, avec l'urgence, on n'a plus trouvé de femmes expertes pour témoigner sur les plateaux télé. Donc, c'est une vigilance de tous les instants pour chacun et chacune, parce que c'est un sujet de société, vecteur d'épanouissement personnel, vecteur de performance collective, à la fois pour les femmes et pour les hommes, comme vous l'avez dit, Madame Landé. Alors, votre projet, il est exemplaire et j'y crois beaucoup, parce qu'il est vecteur d'espoir. Il va permettre d'ouvrir le champ des possibles à plusieurs femmes, de mettre en place un réseau d'entraide, de développer vos compétences. Et donc, je voulais vous souhaiter des rencontres constructives entre mentors et mentorés pour enrichir vos parcours professionnels. On va y travailler. On s'est déjà rencontrés aujourd'hui et ça promet des belles choses, je pense. Merci beaucoup et merci de votre soutien. C'est le moment du mot de notre marraine, Maud Le Pladec. Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je vais commencer aussi à saluer évidemment l'initiative. Je ne vais pas redire tout ce qui a été dit parce que je rejoins effectivement les mots de Nadia en disant que c'est une initiative exemplaire et ça a été pour moi une évidence d'accepter de marrainer voilà, ce projet. Évidemment, moi, en tant que marraine, alors ça veut tout et rien dire pour moi, voilà, d'être marraine. Mais par contre, tout ce que je sais, c'est que je vais, en tous les cas, adopter plutôt une posture d'apprenante, plutôt à la fois de transmetteuse, mais d'apprenante, dans le sens où, en tant que femme, artiste et directrice de lieu, il va s'agir pour moi de partager une expérience et peut-être de partager mon expérience de femme qui s'est affranchie, voilà, c'est-à-dire libérée intellectuellement non seulement des préjugés, de certaines traditions, mais surtout de beaucoup de systèmes, voilà, et c'est surtout là-dessus que j'insisterai en tant que marraine.
ça va être aussi, je l'espère, une opportunité pour moi de partager donc, non seulement mon expérience, mais aussi mes références, mes lectures, puisque c'est quand même des choses qui animent encore non seulement mon travail, mais aussi mon quotidien. Et évidemment, en tant que directrice d'une institution culturelle, de voir comment il est possible de mettre à profit en fait tout ce que je vais apprendre et tout ce qui va pouvoir être partagé au sein de cette expérience pour continuer d'être proactive. Voilà, puisque je peux concrètement aussi non seulement développer des outils d'émancipation, mais continuer à travailler sur ce modèle de lieu que nous tentons avec toute l'équipe, puisque je sais que certains membres de mon équipe sont présents ce soir, de continuer à travailler sur ce modèle de lieu émancipateur pour chacun et chacune. Voilà. Moi, je reviendrai peut-être sur les raisons qui me motivent aujourd'hui à finalement, puisque vous parlez beaucoup de modèles, non seulement dans la façon dont vous présentez ce projet. Et effectivement, si on tente ici au CCN de construire certains modèles, c'est que pour moi, la raison pour laquelle il est important de le faire, c'est qu'un lieu culturel ou toute forme de projet ou même de production culturelle, si, en tout cas, un lieu culturel ne fait pas bouger les choses, ne fait pas bouger les lignes, finalement, il continue d'être au profit d'un système qui est mis en place. Voilà. Et il est important pour moi aussi de rappeler que le système dont on parle aujourd'hui, c'est quand même du système patriarcal, et j'insisterai toujours là-dessus. Voilà, il ne s'agit pas, et là peut-être que je vais reprendre la formule d'une théoricienne féministe qui est sociologue, qui s'appelle Christine Delphi, qui a écrit un livre qui s'intitule « L'ennemi principal ». Voilà, il est bien évident que l'ennemi principal, ce ne sont pas les hommes, mais c'est le patriarcat. Et je crois que c'est toujours important de le rappeler, et d'autant plus aujourd'hui. Peut-être une chose aussi que j'ai envie d'ajouter, même si je suis persuadée que les personnes qui sont réunies ici ce soir en sont conscientes, c'est que je voudrais aussi insister sur la convergence des luttes, et notamment sur les femmes. Voilà, qu'aujourd'hui, les femmes, ce ne sont pas seulement les femmes. Je pense évidemment aux personnes non binaires, aux personnes trans, voilà, qui sont aussi, je pense, concernées par les questions qui nous concernent ici dans le cadre de ce programme. Et que finalement, moi en tout cas, je base beaucoup le projet du CCN et les valeurs que je défends sur l'intersectionnalité, et ça fera partie notamment des choses dont je voudrais parler et partager avec toutes les personnes que je vais pouvoir rencontrer cette année. Voilà, c'est complexe, mais c'est important, et je vous remercie vraiment sincèrement de m'avoir invité à participer à tout cela. Voilà, j'ai hâte. Merci d'avoir accepté, enfin, moi je suis hyper enthousiaste par ce projet, et des fois les mots me manquent, et merci beaucoup pour ta présentation et le regard bienveillant que tu vas apporter, et on va apprendre tout ensemble, et ça va être une belle année, je pense. Charlotte Bartissol, es-tu là, Charlotte? Oui, je suis Pour là. la présentation des résultats du collectif HF en Centre-Val de Loire. Ouais, merci, bonjour à tous. Merci. Enfin, j'ai déjà choisi 2 marraines de cœur. Là, moi, je ne suis pas dans les mentorés, mais je serais bien volontiers mentorée par Maud et par Nadia, parce que vos mots sont particulièrement enthousiasmants. Mais bon, moi, j'ai déjà plusieurs fois présenté l'enquête. Alors aujourd'hui, j'avais envie de commencer par un petit jeu. Peut-être, Fanny, tu vas jouer avec moi. Je vous promets, on n'a rien préparé, je la prends au dépourvu. C'est vrai. Est-ce que tu sais, depuis sa création en 1903, combien de fois le prix Goncourt, qui a été décerné 117 fois, a été décerné à combien de femmes? 5, 12 ou 24? J'aurais dit moins déjà instinctivement, donc je vais dire 5. Non, 12. Oh, t'es pas assez optimiste. Non, clairement non. Jean-Baptiste, toi qui m'as invité à prendre la parole. Sur 108 expositions durant la dernière décennie, combien d'expositions du Centre Pompidou ont été consacrées à une femme artiste? 3, 12 ou 21? Je vais dire 12. Ouais, bravo, quel talent. La chance. Bravo. Oui, j'imagine, mais oui, c'est 12 sur 108. C'est ça qu'il faut peut-être... Voilà. Nadia, peut-être, à votre avis, quel est le pourcentage de membres féminins dans les orchestres permanents français, dans les orchestres de musique classique? 12, 38 ou 51%?
12%. Non, 38. Quand Et même. c'est un chiffre intéressant parce que c'est le chiffre du biais cognitif. À 30% de femmes dans les orchestres, vous pouvez demander à n'importe qui dans la salle qui dit « Mais cet orchestre, il est plein de femmes, il y a une majorité de femmes dans cet orchestre ». Non, il y a 38% de femmes dans les orchestres. Maude, à votre avis, quel est le pourcentage d'artistes féminines programmées dans les festivals de musiques actuelles en 2016 ? 19%, 32% ou 43%? 19%. Ouais, bingo. C'est un chiffre qu'on a beaucoup entendu dans les musiques actuelles parce qu'on attend mieux des musiques actuelles, évidemment, vu que vous brassez plein de monde et on sait que le jour où les musiques actuelles montreront l'exemple, on fera bouger plein de choses et ça sera très prometteur. Et puis peut-être un dernier chiffre, j'ai qui à l'écran parce que je prends les gens que j'ai à l'écran. Je vais faire dérouler le petit truc sur la droite. Attention sur qui ça va tomber. Ça va tomber sur Coraline. Coraline, dis-moi, quel est le pourcentage des femmes dans les professions culturelles ? 43, 54 ou 60% de femmes ? Dans les professions ? Ouais, c'est un peu vague comme intitulé, mais bon. 60%. Eh bien non, ça n'est que 43, mais pourtant 60%, c'est peut-être un chiffre qui se rapproche plus des chiffres de notre enquête à nous, de Région Centre-Val de Loire. Ça, c'était des chiffres nationaux. Et là, je suis là aujourd'hui au titre de l'enquête menée par le collectif HF Centre-Val de Loire, dont je suis trésorière. Et qui a, avec Métiers Culture et grâce au soutien de la FRACAMA, du Bureau d'études Ecopia, de la région Centre-Val de Loire, de la DRAC et de la DRDFE, donc la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité. On a donc mené une enquête sur la répartition et l'accès à l'emploi entre les hommes et les femmes dans le spectacle vivant. C'est important, on s'est spécialisé sur le spectacle vivant en région Centre-Val de Loire. Alors, j'ai vu Coraline vous en a montré, je vais vous la montrer un petit peu à l'écran, je vais vous la montrer aussi. Ça, c'est la plaquette qui en est issue. L'enquête complète, elle est disponible sur le site internet de la chaîne. Alors, que dit cette enquête ? Je vais évidemment aller très vite, mais l'enquête, elle a porté sur un échantillon de 97 structures, 16 festivals, 14 lieux labellisés. Ce qu'on appelle lieux labellisés, c'est évidemment les scènes nationales, les centres dramatiques. Il y en a 2 en région centre, les centres chorégraphiques nationaux, il y en a également 2 en région centre, les théâtres de ville, les scènes conventionnées, les SMAC. Il y avait 48 structures qu'on a appelées de création, c'est-à-dire les compagnies théâtrales, circassiennes, toutes les compagnies, les ensembles musicaux, les collectifs artistiques, et 19 autres lieux qui sont des lieux, soit des tiers-lieux, soit des lieux qui ne sont pas labellisés. Voilà, et l'enquête, elle a étudié les postes administratifs au sein des structures, les données de programmation, les données budgétaires et les jauges des salles. Donc, comme je vous disais, elle est disponible sur le site d'HF Centre-Val de Loire et elle met en lumière des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes dans le secteur du spectacle vivant. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais elle situe la région Centre-Val de Loire dans la moyenne des chiffres nationaux. Donc, on est exactement sur les mêmes chiffres. Alors, pourquoi on a décidé, nous, de mener cette enquête ? C'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est un sujet qui reste compliqué à aborder, même si on est quand même dans un espace-temps où la question de l'égalité est un peu plus entendable pour beaucoup d'interlocuteurs, femmes, hommes, élus, responsables culturels. On sent qu'il y a une faille, là, un espace-temps dans lequel on doit se glisser pour poser ces questions, mais il faut dépassionner le débat. Or, c'est un sujet où très vite, les biais cognitifs ou la sensation ou le sentiment d'eux, ou j'ai l'impression que, balaye tout et le débat n'est plus structuré. Donc, selon mon mantra préféré, dont on a fait une punchline à HF, on a décidé de compter pour ne pas s'en laisser compter. Le chiffre est objectif et à partir du chiffre, on peut discuter des situations et essayer de trouver ensemble des solutions et des programmes ou des projets qui peuvent faire avancer l'égalité. Donc, notre enquête, elle montre qu'en région Centre-Val de Loire, les femmes actrices du secteur artistique et culturel sont bien présentes et qu'elles sont même plutôt nombreuses. Sur un échantillon de 97 structures, si on prend toutes les structures confondues, on a 54
d'hommes et 45% de femmes. Donc on est vraiment, donc comme il y a les 54,6 et 45,4 pour arriver à 100%. Donc on est bien sur une quasi-parité, mais comme le disait Agnès dans son intervention au début, dans les propos liminaires de cette rencontre, c'est une répartition qui approche la parité, mais qui est un équilibre trompeur et qui est principalement dû à la très forte proportion des femmes en administration, qui est le seul poste où elles sont majoritaires. Ensuite, les femmes sont quand même majoritaires à la tête des compagnies et à la direction des petits lieux, à l'administration et à la production, je l'ai dit. Et après, elles deviennent minoritaires complètement sur les plateaux et minoritaires à la tête des lieux labellisés. Ça, c'est très frappant et c'est ce qui apparaît surtout, c'est que plus la structure de création a un budget conséquent. Je ne sais plus qui l'a dit également dans le début des propos. Je ne veux à la fois pas répéter, mais en même temps, j'avais préparé ma ligne directrice, donc je ne veux pas m'éloigner des chiffres, puis c'est des chiffres importants à rappeler. Mais sur l'ensemble des postes à responsabilité, en fait, quand le budget de fonctionnement dépasse les 500 000 €, ce qui dans notre secteur n'est pas si énorme, et on ne retrouve plus que 12% de femmes à la tête des lieux. Donc c'est quand même un chiffre qui est assez frappant. En revanche, dès qu'il n'y a pas de sous, eh ben, il y a des femmes. C'est un problème, c'est quelque chose d'important, que ça entraîne un deuxième constat, c'est qu'en fait, les femmes disparaissent des structures lorsque le nombre de salariés augmente ou que le budget augmente. Et beaucoup d'entre elles sont même forcées d'abandonner ou de changer de métier ou de milieu professionnel, en général autour de la cinquantaine, en général, ou après 10 ans d'ancienneté dans une structure, parce qu'elles n'ont pas de perspective ni d'évolution de carrière, ni d'évolution salariale. Et donc, il y a seulement 10% de femmes qui dépassent les 10 ans d'ancienneté dans une structure. Ensuite, elles partent, parce qu'il n'y a plus de possibilité de se développer, parce que les structures sont trop petites ou que les postes à responsabilité ne leur sont pas accessibles. Ça, c'est quand même un chiffre intéressant et qui peut vraiment résonner avec le mentorat que vous mettez en place sur comment durer dans le métier, comment évoluer dans les métiers culturels. Ensuite, on passe sur le plateau, ce qui s'y joue, ce qui s'y fait, qui s'y produit. Et là, on voit que les femmes représentent 3/10 des artistes programmés dans les théâtres de la région Centre-Val-de-Loire. Les metteuses en scène, les chorégraphes, les musiciennes, mais aussi les compositrices ne sont pas jouées, les autrices de théâtre ne sont pas montées, et les femmes ne sont donc ni vues ni entendues. Et alors là, moi, je ne sais pas, je ne me suis pas présentée dans mes fonctions professionnelles, mais moi, je travaille dans la musique classique. Donc, je suis particulièrement, je ne sais pas, horrifiée dans tous les cas, je représente un secteur qui a des résultats catastrophiques parce qu'en musique classique, c'est 3% de compositrices qui sont jouées en région Centre-Val-de-Loire. En musiques actuelles, c'est 18% de femmes qui sont sur le plateau, qui sont considérées comme leaders dans un groupe ou qui sont jouées. En théâtre, c'est 23%. En danse, il y a plus de femmes, on atteint presque la parité avec 48%. Mais voilà, on est quand même sur des chiffres qui sont vraiment tout à fait catastrophiques. 23% d'autrices dramatiques, 3% de compositrices. Quand on ramène ça aux chiffres de la présence des jeunes femmes et jeunes filles dans les écoles d'art en général, où on est à plus de 60%, il se passe quelque chose au moment d'arriver sur le plateau, d'être vu, d'être entendu, ou au moment où on vous confie la responsabilité de monter un spectacle. Et ça se voit effectivement aussi dans l'attribution des subventions, parce que les porteurs de projets subventionnés en région Centre-Val-de-Loire représentent 66% des porteurs de projets, les porteuses 23%. Donc là, on est face à l'injustice de la mise à disposition de moyens de production et donc de moyens de développer son travail. Et là, je vais paraphraser, pas du tout citer Virginia Woolf, qui explique que le talent est une construction sociale. Et ça, si vous devez retenir un truc de tout ce que je vais vous sortir comme chiffre, c'est ça. Le talent, c'est une construction sociale. Il y a ce qu'on sait faire, mais il y a aussi son réseau, les moyens de production qu'on nous donne pour travailler, pour peaufiner son art, pour progresser.
la façon dont on est vu, c'est-à-dire faire connaître son travail, c'est tout ça le talent. C'est ça qui fait qu'on décide que Machin ou Bidulette sont des artistes talentueux. C'est pas juste ce qui sort d'eux. Et c'est quelque chose de très important parce que c'est là où l'élu peut agir, c'est là où le programmateur ou la programmatrice en termes de coproduction peut agir. C'est là où ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est-à-dire ces réseaux et cette sororité peuvent aider à faire voir le talent et à balayer cet argument qui est si récurrent et si injuste de dire il n'y a pas de femmes sur les plateaux parce qu'elles n'ont pas de talent ou il n'y a pas de vivier. Ça, c'est deux choses fausses. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de moyens qui leur sont alloués, mais il y a des femmes, elles sont extraordinairement aussi douées que tous ces hommes que l'on voit se produire et qui nous réjouissent et qui nous galvanisent avec leur spectacle. Les femmes font et sont tout à fait, c'est même pas capables, j'aime bien passer, enfin, les femmes offrent la même chose. Mais c'est sur cette histoire de réseau et de mise à disposition de moyens que l'injustice est trop flagrante pour qu'après on mette ça derrière une histoire de talent. Voilà, alors une fois qu'on a tous ces chiffres, qu'on connaît parce que le collectif HF n'est pas le premier à faire son enquête, le collectif HF Centre-Val de Loire, je veux dire par là, dans les autres régions, certains collectifs HF, Bretagne, Île-de-France, Rhône-Alpes avaient déjà sorti leurs chiffres et c'était approximativement les mêmes. Tous ces chiffres d'ailleurs s'inscrivant dans la continuité des travaux de Rennes-Pratt en 2006 puis en 2009. Donc on le savait tout ça. Donc une fois qu'on écrit ces chiffres pour dépassionner le débat, qu'est-ce qu'on fait, nous, à HF ? Eh ben, on travaille depuis la parution de l'enquête, qui est évidemment contrariée par les conditions sanitaires, parce que ça devait être quelque chose qu'on devait distribuer au public dans des salles pleines. Donc, vous voyez bien un petit peu notre difficulté actuelle. Eh ben, nous, on travaille à rencontrer beaucoup d'élus en ce moment, des élus de la région avec un grand R, c'est-à-dire au conseil régional. Donc, on a vu Charles Fournier, Agnès, le président Bonneau tout récemment, mais aussi dans les villes. Et on continue notre tour de région d'un maximum d'élus pour réfléchir avec eux à la situation et présenter nos revendications. Et alors, nos revendications, elles figurent dans notre petite plaquette et elles sont à la fois très simples et un peu radicales, parce que ça fait 12 ans qu'on parle de ça et que ça n'avance pas, et que nous, on s'est dit que c'était en 2021 que l'affaire était réglée, parce qu'on a d'autres choses à régler dans le monde, on ne peut pas s'occuper de ça éternellement, et c'est des choses qu'on sait, donc on le fait, et on agit ensemble. Et donc, on attend de la puissance publique, c'est-à-dire toutes les collectivités territoriales notamment, qui octroient des subventions, qu'elles mettent en place l'égal conditionnalité, qu'elle assure également le suivi de dispositions qui garantissent l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de direction d'établissement. Ça nous semble être quelque chose de nécessaire, de déclarer infructueux des appels à candidature s'ils ne sont pas paritaires, d'imposer des shortlists paritaires. C'est quelque chose de simple et d'efficace. Et on attend aussi de la puissance publique qu'elle mette en place des moyens pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. On voit bien que c'est un sujet dont se sont largement emparés les politiques et le ministère de la Culture ces derniers temps. Donc espérons que c'est le premier étage de la fusée pour emmener toutes les autres questions. On demande aussi que soit valorisé le patrimoine dans la politique mémorielle publique. À ce titre, je vous annonce que le collectif HF Centre-Val de Loire est en train de préparer les Journées du patrimoine 2021. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous pour faire des propositions si vous souhaitez vous associer aux initiatives qu'on va mettre en place sur le territoire. Et donc, on demande également, donc, dans le cadre de cette politique mémorielle, on demande à ce qu'une attention particulière soit portée au nom des rues, des bâtiments publics, des salles de spectacle et de conservatoires. Je prends souvent l'exemple du conservatoire de Tours, car je suis tourangelle, où toutes les salles de cours portent des noms de compositeurs. Ils n'ont pas été foutus sur 50 salles de cours de mettre même seulement un nom de compositrice. Donc, je sais que ça a l'air symbolique, mais c'est aussi avec les symboles qu'on fait évoluer les mentalités. Et on attend aussi beaucoup des artistes. Alors évidemment, en ça, le choix de la marraine cette année est évidemment particulièrement réjouissant pour nous, parce qu'on a besoin d'artistes qui s'emparent et qui donnent une visibilité aux œuvres portées par des femmes et qui s'engagent dans cette réflexion. Le patrimoine, c'est quelque chose qui, dans tous les secteurs du spectacle vivant, est d'une richesse infinie
et peut vraiment permettre de nous ouvrir des horizons nouveaux dans nos perceptions. Il ne faut vraiment pas s'en priver. Et enfin, le dernier point, c'est le point sur les formations. Donc, je rejoins de nouveau ce que disait Nadia tout à l'heure, parce que évidemment, on a besoin que ces questions soient enseignées dès le plus jeune âge. Donc, HF se mobilise dans les écoles, dans les universités. On essaye dans les lycées. Alors, HF aussi, c'est une association qui agit avec son huile de coude et l'énergie de ses bénévoles, parfois un peu l'énergie du désespoir. Donc, on a besoin d'adhérents, on a besoin que vous rejoigniez nos rangs, que vous n'hésitiez pas à nous rejoindre, à arriver chacun avec sa petite idée, son petit temps. Cumulé, toutes ces petites gouttes d'eau font que quand même les choses avancent et que voilà, on espère en étant associé à toutes ces présentations, continuer la prise de conscience que l'on sait, en tous les cas, j'imagine parmi vous tous qui prenez le temps d'être là ce soir, très avancé. Maintenant, il faut agir collectivement parce que l'égalité, vous le savez, c'est l'affaire de nous toutes et de nous tous. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, mais voilà. Merci Charlotte, c'était parfait. Tu n'as pas Super. été du tout trop longue, c'était génial et très instructif. Merci. Et je passe la parole à Jean-Baptiste, du coup, qui est le coordinateur de notre programme de mentorat et qui est chargé de mission métier culture au sein de la FRACAMA. Jean-Baptiste, es-tu là? Oui. Merci Fanny, merci à tous nos partenaires, merci à Maud, merci à Charlotte d'être présente ce soir et d'avoir dit un petit mot pour notre lancement. Donc moi je vais essayer d'être assez court. Voilà, donc je vais juste pour redonner peut-être la définition du mentorat et aller sur les aspects un peu plus concrets de ce que va être le programme Affranchi. Du coup voilà, pour redonner simplement une définition de ce qu'on appelle mentorat, donc c'est un moyen de développement et d'apprentissage basé sur une relation interpersonnelle, volontaire, gratuite et confidentielle. Voilà, je pense ici que les mots de volontaire et gratuite sont importantes puisque nos mentors ne sont pas rémunérés pour être mentors, elles le font vraiment sur la base du volontariat, donc c'est l'un des principes de base du mentorat, où donc on a une personne d'expérience que l'on appelle la mentor qui va investir de sa sagesse acquise et de son expertise pour favoriser le développement d'une autre personne qui sera la mentorée et qui a des compétences et des habilités à acquérir et des objectifs professionnels à atteindre. Voilà, donc le but, c'est que la mentor, par son parcours et son statut, partage son expérience à une mentorée au parcours professionnel en devenir. Et donc, dans le cadre d'Affranchi, on s'adresse plus particulièrement aux femmes qui travaillent dans le spectacle vivant en région Centre-Val de Loire, où on va chercher à mettre en relation des femmes donc, qui ont accès à des postes à responsabilité actuellement dans le spectacle vivant en région Centre, avec des débutantes dans le secteur qui souhaiteraient évoluer vers ce type de poste. Donc, on parle des postes de direction, de programmation, d'artistes, metteuses en scène, ça peut être responsable de communication, responsable administratif et financière. Et donc, Affranchi cherche à mettre en relation ces deux types de personnes au sein d'un binôme avec plusieurs objectifs, mais qui ont déjà été cités, je ne vais pas trop m'attarder dessus, de faciliter l'émergence de nouveaux talents féminins dans le spectacle vivant en région Centre-Val de Loire, de renforcer la présence et la visibilité des femmes dans les métiers du spectacle vivant, peut-être plus largement de la culture, puisque dans les freins qui fait qu'on a peut-être peu de femmes à ce type de poste et qu'il y a un manque de modèles féminins de réussite. Donc l'idée, c'est de mettre en avant, en particulier peut-être sur cet aspect-là, les mentors qui ont réussi à avoir accès à ce type de poste-là. L'enjeu, c'est aussi de développer des connexions entre professionnels de ZLES pour renforcer les réseaux et sécuriser les parcours. Voilà un autre frein identifié par les différents dispositifs de mentorat existants, c'est que certaines femmes n'ont pas toujours les réseaux pour pouvoir accéder à ce type de poste, etc. Et donc le mentorat, par la relation avec une mentor et l'ensemble de la promotion, la création d'une communauté, ça permet de se créer un réseau et de peut-être avoir accès plus facilement à ce type de poste aussi. Et l'objectif un peu plus large qu'on se donnait, c'était d'impulser une transformation des pratiques professionnelles vers plus d'égalité, parité dans le spectacle vivant en région Centre, donc faire en sorte que les propos, les chiffres qui ont été énoncés par Charlotte ne soient plus une réalité d'ici quelques années.
Voilà un petit peu, donc ça c'est pour redonner un peu le cadre général de ce qu'on appelle le mentorat, plus concrètement sur le programme Affranchi. Donc je vais revenir juste après sur la constitution des binômes, mais l'idée c'est que mentor et mentoré puissent échanger en binôme au moins une fois par mois, voilà, en présentiel si possible. Et voilà, et il y a également, donc, en plus de ces rendez-vous en binôme, des temps collectifs, donc 3 temps de formation collectifs qui ont débuté aujourd'hui, qui se poursuivront demain notamment sur qu'est-ce que le mentorat, les rôles de chacune, qu'est-ce que c'est d'être mentor, d'être mentoré. Ce n'est pas forcément évident pour chacune de se situer dans cette relation qui est particulière. Voilà, on aura également un temps de bilan à mi-parcours fin août et du coup un temps de bilan global du programme de mentorat et puis de ce que ça a apporté à chacune hein, finalement, puisque l'idée du mentorat, c'est aussi d'être dans une relation et dans un échange réciproque. Voilà, donc ça, c'est les temps de formation un peu obligatoires et on aura également 2 temps d'atelier qui là seront thématiques. Et donc, suite aux premiers échanges que nous avons eus avec la promotion cet après-midi, ces ateliers voilà, devraient porter sur les questions de légitimité, de posture professionnelle, voilà, autour de la question de lutter contre le syndrome de l'imposteur. Et un deuxième, sans doute aussi sur les questions de sexisme dans le travail, de lutte contre les stéréotypes au sein du travail, et peut-être en particulier dans le spectacle vivant et la culture. Donc voilà, ce sera les thématiques de 2 ateliers aussi collectifs qui auront lieu voilà, sur cette année de programme, voilà, puisque le programme durera 1 an et devrait s'achever en janvier 2022, voilà, suite au premier temps de calage de date qu'on a eu cet après-midi. Voilà là-dessus. Alors avant de passer à la présentation rapide des binômes et de laisser la parole à des mentors qui ont gentiment accepté de se présenter ainsi que leur binôme, c'était de revenir assez rapidement sur comment on a constitué les binômes. Donc notre idée à la base, c'était de former 6 binômes. Donc on a lancé 2 appels à candidature à l'automne que vous avez sans doute vu passer, donc un pour être mentor et un pour être mentoré. Et on a reçu pas mal de candidatures. Voilà, on a reçu 12 candidatures pour être mentor, 26 pour être mentoré. Et du coup, on a décidé de passer à 8 binômes devant le nombre de candidatures que l'on a reçues et qui reflètent le besoin que vous avez déjà très bien évoqué avant moi. Et on a effectué, à partir de ces réceptions de ces candidatures, des rapprochements par rapport au regard de l'expérience professionnelle d'une candidate mentor avec le projet professionnel d'une candidate qui était mentorée. Et donc, à la lecture voilà, de ces 2 appels à candidature, des rapprochements étaient plus évidents que d'autres. Et donc, les 8 binômes qui nous semblaient les plus évidents sont ceux que nous avons retenus. Et donc, on va vous présenter juste après. On a veillé également dans nos binômes à ce qu'il y ait différents postes qui soient représentés, différents métiers, puisque cette question, elle concerne tous les postes à responsabilité, hein, en particulier la technique, mais sur les postes de direction, on a aussi beaucoup plus d'hommes, etc. Donc, veiller à ce qu'il y ait différents métiers représentés, veiller à ce que les territoires de la région soient aussi représentés. Et ces propositions de binômes que nous avons fait à la lecture des candidatures, ils ont aussi été validés par notre comité de pilotage. Donc, je salue beaucoup de membres ici présents. Voilà, donc que ce soit la DRDFE, la région Centre-Val de Loire, des membres du programme OIA, qui est le programme porté par la Fédération des lieux de musique actuelle, dont on s'inspire beaucoup et qui nous aide beaucoup dans la mise en place du programme Affranchi. Voilà un petit peu juste sur la constitution des binômes. Maintenant, je ne vais pas être plus long que ça. Je vais passer la parole du coup à 3 mentors qui ont gentiment accepté de se présenter. Donc, je vais peut-être commencer, allez, dans l'ordre. Je vais commencer par Aude, si tu peux te représenter, s'il te plaît. Tu es parmi nous. Bonjour, donc Aude Prieur, je suis directrice de musique et équilibre à Orléans, qui est donc une école de musique, un organisme de formation professionnelle et un centre de création avec une salle de spectacle et tout un volet diffusion-production. Je suis aussi musicienne, compositrice et écrivaine. Et du coup, je suis en binôme avec Juliette Cognot, qui est flûtiste. Donc, elle a commencé en fait par un parcours classique. Et après avoir passé son diplôme d'État, elle s'est tournée vers les musiques actuelles. Et donc là, elle a enrichi, on va dire, son parcours avec les musiques actuelles en flûte, mais également le chant et la basse. Et donc aujourd'hui, elle joue dans 5 groupes et elle est intermittente. Et ce qu'elle cherche aujourd'hui, c'est donc elle a monté une association et elle veut donc développer son association, notamment dans la gestion. Pour pouvoir à la fois se former sur tout ce qui est annexe au métier de musicien, la direction artistique, l'administration, la production, la diffusion,
la stratégie de développement de projet, et le label programmation, management. Et puis, elle a le projet un petit peu à plus long terme de créer un événement culturel, festival ou programmation éventuellement dans une salle de spectacle. Voilà, donc son parcours est en résonance avec le mien. Donc, c'est vrai que pour souligner ce que disait Jean-Baptiste, les binômes sont plutôt bien faits. On l'a vu cet après-midi quand on s'est toutes présentées. Merci Aude. Je vais passer maintenant la parole à Coraline. Oui, bonsoir, merci. Donc, je suis Coraline Cauchy, je suis comédienne, metteuse en scène et responsable artistique de la compagnie Serre Chaude, entre autres basée au 108, qui a accueilli notre première journée de rencontre et la journée de formation demain. Je suis en binôme avec Marion Godon, qui est elle-même comédienne et metteuse en scène, qui a créé sa compagnie en octobre 2019. Marion, tu veux pas mettre ta caméra? Je te vois comme ça et j'ai l'impression que tu es avec moi. Super, merci. Et voilà, elle va développer son travail sur un territoire rural dans le Cher, limitrophe aussi avec le 58, je ne me trompe pas, voilà. Donc un petit travail aussi hors région centre. Et je crois que ce qui nous a rassemblés, au-delà des questions qu'on a abordées sur voilà, le besoin de légitimer nos parcours, nos prises de position, c'est aussi notre travail artistique qu'on a senti, enfin en tout cas Jean-Baptiste a senti un lien possible entre nous et du coup, je crois que c'est à cet endroit-là qu'on va aussi se retrouver. On n'a pas encore bien défini les axes de travail, mais une des choses dont on a parlé, c'est comment réussir à concilier la charge qui incombe quand on porte une compagnie, quand on porte une structure, et la vie personnelle. Et on s'est déjà dit cet après-midi que c'était peut-être des questions qui se posaient moins pour les hommes, encore que j'en sais rien, mais en tout cas, pour nous, c'est assez flagrant là. Et je pense que c'est à cet endroit-là que moi, je pourrais peut-être accompagner Marion, bien que pour l'anecdote, quand j'ai répondu à l'appel à candidature, la première chose que j'ai demandé à Jean-Baptiste, c'est j'ai envie de participer à ce programme, mais franchement, je ne sais pas si je dois postuler en tant que mentor ou en tant que mentorée. C'est dire à quel point on est parfois éloigné de sa propre compréhension de ses compétences, de ce qu'on est capable de faire, qu'on n'est pas toujours capable de regarder son parcours avec la tête froide. Et voilà, moi j'ai l'impression que, bien sûr, je suis celle qui va avoir l'expérience, a priori, parce que voilà, j'ai déjà plusieurs créations à mon actif, que je suis passée par quelques endroits où Marion n'est pas encore passée. Mais je compte bien mettre à profit, le vilain mot, mettre à profit ce binôme pour continuer, moi, à réfléchir sur mon parcours, mes postures, mes positions, mes engagements, aussi bien artistiques que politiques, que militantistes. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un endroit où on va pouvoir s'exprimer aussi. Donc c'est important, particulièrement en cette période de crise qui quand même nous abîme toutes et tous beaucoup. Voilà, je n'ai pas dit beaucoup de Marion peut-être, Jean-Baptiste, mais C'est très bien, merci voilà. beaucoup. Ok, Merci beaucoup Coraline. Et enfin, du coup, de laisser la parole à Héloïse aussi, qui est troisième mentor, qui a accepté de prendre la parole ce soir. Oui, bonsoir. Eh bien, moi, je suis chargée de production, coordinatrice, chargée de mission. Et évidemment, dans ce cadre-là, je suis chargée de plein de choses. Et donc, il y a dans chargé le mot chargé. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de travail, mais c'est avec un grand plaisir que je souhaite et que j'ai souhaité prendre le temps aussi de me poser et de discuter
et d'échanger avec Ophélie, qui, elle, a l'ambition de devenir bookeuse, pour le moment indépendante, mais peut-être plus tard de créer sa propre structure ou d'intégrer une structure. Pour le moment, on en est à la réflexion et à la construction de projets. Donc, je suis ravie d'échanger avec elle. Je pense, moi, que, en tout cas, ce mentorat, dans la position où moi je me trouve, sera surtout ces échanges-là qui me donneront la posture. Pour le moment, je ne sais pas trop si je dois être là à conseiller ou quoi. Je pense que ça va être vraiment des échanges d'expériences et que c'est ce qui va nous amener à construire ensemble et à ouvrir également sur mon propre parcours et sur le sien, bien entendu. Très bien, merci beaucoup Héloïse. Voilà, je ne me reste plus peut-être, voilà, alors, je ne sais pas si on avait prévu un petit temps de questions-réponses, je vois qu'il n'y a pas tellement de questions que de ça dans le chat, voilà, ne pas hésiter. Voilà, je vais peut-être en donner un petit peu. Bon, a priori, il n'y a pas plus de questions que ça, donc sinon, c'est vous dire que voilà, on se retrouve demain avec les binômes voilà, pour commencer leur première journée de formation autour des postures de chacune. Et voilà, vous dire que l'aventure affranchie commence et que l'on va créer une page Facebook qui est déjà créée, mais qu'on va relayer un peu plus prochainement, voilà, sur laquelle on relaiera les différentes avancées du programme, notamment des différents temps collectifs et les différents temps de communication qu'on a prévus. Donc, pas hésiter à suivre cette page Facebook quand vous la verrez apparaître sur les réseaux. Et voilà, donc il ne me reste plus peut-être qu'à conclure. Je ne sais pas si Fanny, tu as des mots à ajouter. J'ai fait une intro un peu catastrophe parce que je suis arrivée pile poil, mais tout a été un peu dit. Moi, je suis hyper fière en tant que première présidente de Fracama et puis maintenant coprésidente de Fracama. Avant, c'était des hommes. Du coup, quand l'idée de ce programme a germé, j'étais hyper contente. Faisant partie aussi de la Félin par ailleurs qui avait mis en place le premier programme de mentorat qui est MEWEM. J'avais suivi ça avec attention et j'ai trouvé que l'idée était géniale. Ça fait 15 ans que je suis dans le secteur de la musique. J'ai plein d'anecdotes complètement pourries à raconter et à partager. Et voilà, mais malgré tout, on y arrive. Et s'il y a 15 ans, quelque chose comme ça avait existé, j'aurais adoré pouvoir être mentorée et qu'on m'accompagne pour éviter quelques embûches sans doute, avancer peut-être plus vite. Et donc voilà, et je suis très contente. Voilà, en tant que coprésidente, je suis très contente et en tant que femme, je suis ravie aussi que ça existe sur notre territoire. Ça n'existe pas sur tous les territoires et donc voilà, ça fait plusieurs fois que je dis fière, mais c'est une vraie grande fierté et je pense qu'on n'est aussi souvent pas assez fiers de nous. Donc voilà, et j'ai hâte d'être à demain pour avancer dans ce programme de mentorat et encore toutes vous recroiser et pouvoir avoir plus de temps pour discuter parce que c'était un peu bref cet après-midi et on sentait la forte envie d'être ensemble et d'échanger parce que ça a débordé un petit peu, mais je pense que c'est l'enthousiasme qui fait ça. Voilà, et je vous remercie aussi toutes et tous, parce que je vois des hommes maintenant, mais aussi nombreux de nous avoir rejoints ce soir pour cette présentation, c'est aussi important. Et j'espère qu'à la clôture, dans 1 an, on sera en vrai, qu'on pourra trinquer, boire des coups sans masque et échanger et partager avec vous toute l'avancée qu'on a eue sur cette année. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous, bonne soirée, merci à toutes.